Alors, bienvenue à ce panel sur les conditions d'efficacité des pratiques à impact élevé, comment témoigner de la qualité de ce qu'on fait et comment s'inspirer des pratiques des autres. Déjà, je vous présente nos panélistes. Marie Blain. Bonjour Marie, consultante, directrice des études retraitées, ayant fait partie du comité de réflexion sur la réussite, donc le comité de réflexion qui a mené au rapport de la Fédération dont on parlait tantôt, et co-autrice du livre L'évaluation des mesures d'aide à la réussite, du guide en fait élaboré par le Carrefour de la réussite sur le sujet de l'évaluation des mesures. Merci beaucoup d'avoir accepté, Marie. Oui, puis une des plus vieilles Repcar aussi, C'est vrai, avec quelques autres personnes. Donc, j'ai connu bonjour tout les le tout monde. débuts, mais c'est un Oui. privilège de t'avoir avec nous. Bonjour, Lynn Chouinard, directrice du pôle sur les transitions en enseignement supérieur, co-autrice de l'évaluation des mesures d'aide à la réussite. Merci beaucoup d'avoir accepté, Lynn, dans un moment où tu étais bien occupée, mais tu as accepté de venir échanger avec nous. Ça fait vraiment plaisir. Ça me fait aussi extrêmement plaisir, Annie-Claude. Merci. Marie-Pierre Marchand, conseillère pédagogique au Cégep de Sorel-Tracy, titulaire d'un doctorat en évaluation, membre du réseau REPCAR, membre aussi du groupe de travail Évaluation des mesures d'aide. Merci beaucoup, Marie-Pierre, d'avoir accepté. On sait que ton apport va être appréciable au panel. Très hâte de t'entendre sur l'évaluation des pratiques. Merci Annie-Claude. Je me sens privilégiée d'être aux côtés de ces panélistes. Donc, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Catherine Paquin-Boivin, ma collègue animatrice du réseau REPSTAT, donc analyste à l'équipe de données et intelligence numérique de la Fédération des cégeps. Merci Catherine d'être là. C'est essentiel à mes yeux que tu y sois pour toute ton expertise, puis aussi pour le lien que tu vas pouvoir nous aider à faire avec l'expertise des REPSTAT plus particulièrement. Merci de m'avoir invité, Anne-Claude. Merci. Alors, le panel va se dérouler de la façon suivante. Il va y avoir les 4 questions que je vous ai présentées tantôt. À la fin de chaque question, il se pourrait que j'en pose quelques-unes supplémentaires en fonction de ce que vous aurez indiqué dans le clavardage. Par contre, pour ce qui est des questions des participants et des participantes, les questions que vous aimeriez poser directement aux panélistes, on va attendre la toute fin du panel pour une période d'à peu près 15 minutes. Voilà, donc allons-y d'emblée et je vous invite à utiliser le Miro. Le Miro, dans la section que j'active à l'instant, vous allez voir qu'il y a les 4 questions qui sont présentes dans le document et vous pouvez aller prendre des notes pour identifier les aspects qui vous semblent les plus intéressants pour votre pratique. N'hésitez pas à aller contribuer à ce document. Donc, première question que je poserai d'emblée à Marie Blain et Lynn Chouinard, qui ont rédigé un guide très intéressant qui est encore très d'actualité en collaboration avec d'autres membres du Carrefour. La question est la suivante. Quelles sont les conditions d'efficacité d'une pratique? Vous parlez des mesures d'aide dans le guide, mais si on parle des conditions d'efficacité d'une pratique, quelles seraient-elles? Comme on disait un petit peu plus tôt, pourquoi des fois ça marche dans un cégep, ça ne marche pas dans un autre? Ça marche une fois, ça ne marche pas une deuxième fois. Qu'est-ce qui explique ça? Je serais très, très heureuse de vous entendre là-dessus. Peut-être Marie Blain pour commencer. Merci. Donc, juste rappeler, oui, j'aime toujours ça le rappeler, là, on met toujours nos 2 noms en lien avec le travail qu'on avait fait avec le Carrefour, mais en réalité, on était 6 auteurs. C'est juste que Lynn et moi, on vient en premier dans l'ordre alphabétique, donc nos noms sont toujours présentés au début, mais on avait vraiment 4 collègues hors pair là, avec qui on a travaillé. Alors, pour commencer à parler de ce sujet-là, je pense que c'est important de rappeler qu'une mesure d'aide, en fait, là, ou une pratique, c'est toujours la somme, puis en même temps le résultat d'une foule d'intrants et d'interventions. Et certains de ces intrants-là sont simples à décrire, puis d'autres le sont moins. Moi, je pense que ça peut être une amorce de réflexion sur pourquoi c'est difficile de faire le transfert, justement parce que c'est pas évident de faire cette recension-là de tout ce qui compose une pratique, et ce qui la détermine. Alors, à l'époque, quand on avait travaillé sur ça au Carrefour de la réussite, on s'était dit que pour favoriser le mieux le transfert ou pour comprendre le mieux possible une pratique ou une mesure d'aide,
oui, il faut vérifier certaines conditions d'efficacité dont Lynn va parler dans quelques instants. Mais ces conditions-là qu'on avait définies, elles étaient liées justement à ce qu'on définissait, nous, comme une mesure d'aide. Plus largement, aujourd'hui, on pourrait dire une pratique. Donc, je propose qu'on commence juste par se rappeler comment on avait défini effectivement ces mesures d'aide-là à l'époque. Puis moi, c'est un outil que j'ai utilisé depuis, je pense que beaucoup de gens ont utilisé des façons similaires de définir les mesures d'aide. Donc, on disait, bien, au départ, il faut identifier un obstacle ou un problème avec lequel sur lequel on veut travailler. Et il faut décrire aussi un projet qui est spécifique à ce problème-là. Puis, juste rappeler que dans la définition de l'obstacle ou du problème, il y aura un enjeu de données et d'indicateurs. Catherine va sûrement, puis Lynn, sûrement revenir sur ça. Donc, un obstacle avec un projet spécifique. Ensuite, il faut décrire ce qu'on attend spécifiquement de ce projet-là. Et c'est ça que nous, on a appelé le résultat attendu directement de l'application de la mesure. Et ça fait partie d'un travail assez important à faire au départ pour être au clair avec qu'est-ce que c'est le résultat. Ensuite, il faut décrire les moyens qu'on met en œuvre pour réaliser ce projet-là. Identifier quels vont être les intervenants dans le projet. Puis là, ensuite viennent ce qu'on appelle les effets attendus. Donc, on peut se demander c'est quoi la différence entre un résultat attendu et un effet attendu. On va revenir plus loin sur tout cet enjeu-là dans le travail qu'on a fait, mais les effets attendus, en réalité, dans notre cas, c'était vraiment les 3 indicateurs typiques du ministère, c'est-à-dire réussite en première session, taux de réinscription en 3e session et taux de diplomation. Puis là, il me semble que c'était 2 ans après la durée prévue, mais là, ça, c'est un détail. Et pour compléter la description de la mesure, le dernier attribut qu'on voyait, c'était un mécanisme pour faire justement un suivi de cette mesure-là. Et donc, pour nous, le fait de décrire la mesure, c'était la première, de cette façon-là, c'était la première étape de son évaluation aussi. On était déjà dans l'évaluation en faisant ça. Alors, je pense que je peux m'arrêter ici pour l'instant. J'aurais pu donner des exemples, mais on peut y revenir plus tard, comme tu préfères, Annie-Claude. Merci, Marie. Lynn, de ton côté, qu'est-ce que tu pourrais nous amener comme piste de réponse? Ton micro, Lynn. Oui. Les conditions d'efficacité, en fait, on les a développées, comme Marie l'a dit, exactement pour répondre à cette question-là, Annie-Claude. En fait, on se posait la question, comment ça se fait qu'il y a des pratiques qui marchent à des places et qui ne marchent pas à d'autres? En fait, les conditions d'efficacité, ça s'est avéré être comme les conditions nécessaires qui sont incontournables et qui doivent être présentes lorsqu'on met en œuvre une pratique si on veut qu'elle produise le plus possible, en tout cas, les résultats attendus. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une recette, ce n'est pas de la tarte. Ça ne veut pas dire que parce que toutes les conditions sont là, nécessairement, ça va marcher, mais on optimise nos chances. Pour chacun des attributs que Marie a nommés, on a défini les conditions d'efficacité. Je ne pense pas que je vais rentrer dans le détail de tout parce que je n'ai pas tout à fait le temps, mais peut-être que la diapositive ou la diapo qu'on a préparée permettrait, je pense que Dominique pourrait nous la montrer, de vous rappeler ceux qui ont vu le document ou de vous inviter à y aller, ceux qui ne l'ont jamais vu, à voir un peu qu'est-ce que c'est que les conditions d'efficacité. Est-ce que là, il y a trop de partage, Annie-Claude, pour que, à cause du miro et tout ça, qu'on puisse regarder la diapo? Alors, je suis mieux d'en parler puis de laisser faire la diapo. De toute façon, c'était un coup d'œil rapide. D'accord, merci. Oui. Alors, je manque d'écran. Donc, dans ces conditions-là, je les verrai pas toutes, mais pour utiliser certains exemples que Marie a donnés, par exemple, sur l'attribut obstacles et problèmes, bien, on a comme défini 3 conditions d'efficacité en disant cet obstacle ou ce problème-là qu'on veut résoudre par la pratique, bien, elle doit reposer sur un diagnostic qui va être instrumenté, fondé sur une observation systématique ou une réflexion approfondie. Donc, ce qu'on présume, c'est que si cette condition-là est présente, on optimise les chances d'avoir un projet qui est efficace. Il faut aussi avoir une clientèle qui est bien identifiée, à qui s'adresse notre projet. Ça doit être défini à cette étape-là.
et idéalement que le besoin soit reconnu par les intervenants et les autres personnes qui sont visées. Alors, on voit qu'il y a comme 3 conditions d'efficacité qui sont associées à cet attribut-là. Comment on a fait ça, là, historiquement, juste pour vous dire? Bien, on s'est beaucoup fié sur, bien sûr, la littérature et tout, mais sur notre expérience pratique de qu'est-ce qui marchait et qui ne marchait pas, puis sur quelle base. Je vais, comme je vous dis, pas toutes les passer, mais pour aller, par exemple, à des moyens coordonnés, cet attribut-là, les moyens coordonnés, bien, il faut qu'il soit évidemment pertinent, il faut qu'ils soient reliés entre eux et qu'ils soient réalistes en termes de ressources. Je vais prendre l'occasion de parler un peu des intervenants identifiés, puisqu'il s'agit d'un élément qui est assez crucial dans les conditions d'efficacité et dont on parle souvent entre conseillers à la réussite, en tout cas. Les intervenants doivent être préparés, compétents pour l'application de la mesure, confiants à l'efficacité de cette mesure, intéressés, motivés. Et la coordination des intervenants, quand il y en a plusieurs, doit être bien assumée, clairement assumée. Alors, je ne les passe pas toutes, comme je vous disais. On a distingué à l'époque des conditions qui étaient optimales, donc les conditions qui permettent de donner le maximum de chances d'atteindre tout le potentiel d'une mesure, et les conditions qui étaient souhaitables, c'est-à-dire c'est bien qu'elles soient là, mais sont moins cruciales, je dirais. Ce que je trouve important de vous dire, c'est que les attributs variables, conditions d'efficacité qu'on a présentés, ils ont beaucoup d'utilisations possibles. Oui, ça sert pour l'évaluation et pour le transfert, mais comme Marie dit, ne serait-ce que pour présenter la mesure au départ, ça peut être fort intéressant. Ça peut servir de checklist aussi ou de liste de vérification lorsque notre mesure, notre pratique est implantée, de vérifier s'il y a présence ou absence de ces conditions d'efficacité-là. Cet exercice-là est toujours très agréable parce qu'il nourrit nos perceptions un peu intuitives parfois. Et bien sûr, ça peut servir pour l'évaluation de la mesure. Dans différents contextes, d'ailleurs, je veux vous dire que dans différents travaux que j'ai effectués, comme à la fois comme conseillère pédagogique, comme directrice adjointe, mais quand j'étais au CREPOP, j'ai travaillé avec les centres de petite enfance ou même avec des parents. Quand je travaille au pôle actuellement, je me sers encore de ces outils-là de façon très régulière. Les appels de projet, par exemple, les formulaires d'appel de projet, bien, je m'inspire évidemment de ça pour avoir la description de ce que les gens veulent implanter comme projet quand il s'agit d'un projet qui veut résoudre un problème. C'est toujours évidemment relié à l'éducation, on s'en doute. Ça me sert aussi de grille de sélection des projets. C'est-à-dire que la liste des conditions d'efficacité pour le comité de sélection, par exemple, permet de vérifier si on a anticipé les meilleures conditions d'efficacité. Elle sert aussi ces outils-là servent aussi pour rétroagir aux gens quand ils nous présentent des projets, pourquoi il est refusé. Et s'il est accepté, est-ce qu'on a des recommandations à faire pour optimiser les chances qu'ils présentent ces résultats-là? Évidemment, elles servent pour l'évaluation. Vous avez vu que le suivi de la mesure est prévu dans cette description-là. Et moi, je m'en sers aussi comme outil d'évaluation de mise en œuvre à mi-parcours. C'est-à-dire que ça donne un outil pour les gens en courbe de chemin pour valider au-delà de est-ce que ça va bien? 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 C'est beaucoup plus clair. En résumé, je dirais qu'il y a certaines pratiques qui donnent des résultats dans un cégep et un peu moins dans l'autre, parce que bien sûr, nos établissements sont différents, parce qu'ils desservent des populations différentes, mais surtout parce que la mise en œuvre d'une mesure ne peut pas être rigoureusement la même d'un endroit à l'autre. Les conditions d'efficacité, ça nous permet de comprendre la mise en œuvre, puis les conditions requises pour que ça puisse marcher, sans toutefois, on le dit, que ça soit une garantie. Merci beaucoup, Lynn. Ça nous rappelle très clairement l'importance du contexte que tu viens de nommer, puis aussi la variété des utilisations qu'on peut faire de ces conditions-là. J'aurais envie de vous entendre, Marie-Pierre, puis Catherine Paquin-Boivin, sur cette question-là. Parmi ce qui a été nommé comme condition, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait considérer en priorité dans les cégeps? Bien, je me lance. En fait, dans tout ce dont on vient de parler, moi, je retiens 2 morceaux importants à considérer, puis je vais peut-être les résumer autrement, mais je vais faire référence à la pertinence de l'action puis à la cohérence de l'action qu'on va proposer dans le cadre d'une pratique. Je pense qu'il
initialement, il faut vraiment prendre ce temps-là de réflexion pour analyser la situation qui est problématique. Le contexte, comprendre ce problème-là, essayer d'être en mesure d'identifier les causes probables de ce problème-là. Qu'est-ce qu'on souhaite comme changement? Puis c'est à partir de là qu'on va être en mesure de cibler la meilleure intervention à mettre en place. Donc, pertinence, cohérence. Est-ce que la mesure qu'on va proposer va vraiment répondre à ce besoin-là? Est-ce qu'on va vraiment réussir à agir sur les causes probables de ce problème-là et donc espérer voir apparaître ces changements-là qu'on souhaite? Je pense qu'une mesure d'aide, une pratique, ce n'est pas de l'improvisation. Ça mérite de se poser les bonnes questions avant de se lancer dans l'action. Le véritable problème, quel est-il? Qui touche-t-il? Est-ce que c'est une portion plus spécifique de notre population étudiante? Quels sont ces besoins-là à cette population étudiante qui est touchée par le problème? Puis je pense qu'il faut réfléchir aussi, est-ce qu'il y a des facteurs d'influence? Est-ce qu'il y a peut-être des facteurs de risque ou des leviers à l'inverse sur lesquels on pourrait compter? Donc, des facteurs qui pourraient avoir un impact sur la mise en œuvre de notre pratique. Est-ce qu'on souhaite intervenir dans la classe, en dehors de la classe? Est-ce qu'on va réussir à rejoindre notre population si on intervient en dehors de la classe? Est-ce que ça sera une approche davantage individualisée avec une personne enseignante ou plus sous forme d'activité de tutorat par les pairs? À quel moment on veut agir aussi dans le cheminement de l'étudiant? Donc, une panoplie de questions et je pense que les réponses à ces questions-là vont faire en sorte que c'est là qu'on va pouvoir développer, déployer une mesure qui est pertinente pour vraiment agir de façon cohérente sur le problème et ses causes potentielles. Puis pour terminer, je dirais aussi ajouter des modalités de suivi d'évaluation tant pendant la mise en œuvre de la pratique pour voir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est en train d'atteindre nos objectifs, est-ce qu'on peut apporter des ajustements en cours de route, mais aussi en bout de piste, donc dresser un bilan, faire des constats, voir est-ce que nos hypothèses d'action ont tenu la route, est-ce que ça fonctionne bien, puis quel est le bilan qu'on peut dresser de tout ça. Merci Marie-Pierre. Catherine, je serais curieuse d'entendre ton point de vue d'analyse sur cette question-là que vient de nommer Marie-Pierre. Mais j'irai dans le même sens. En fait, selon moi, la première condition d'efficacité d'une pratique, c'est évidemment qu'elle réponde à un besoin. Et pour ça, il faut se baser sur des données. C'est essentiel de documenter la problématique et d'aller chercher des données de contexte aussi pour bien comprendre. Tout à l'heure, on parlera de transfert, là. Donc, j'insisterai peut-être sur le premier attribut là, qui était en lien avec un problème, le 6e sur les effets attendus et le 7e sur les mécanismes de suivi, évidemment. Là. Ce sont des attributs qui nécessitent des données, mais aussi de la collaboration. Pour circonscrire les contours de la situation initiale. Donc, ça peut être basé sur des observations, sur la littérature, sur des recherches, sur le système d'information qu'on a dans notre cégep. Et puis, tout ça, ça sert à se servir, à s'assurer qu'on n'a pas d'angle mort. Il faut ancrer le besoin dans le contexte du cadre réglementaire dans lequel on s'inscrit aussi, donc, ou le cadre de référence, là, que ce soit les politiques locales, des plans d'action départementaux ou de comités de programme, des bilans antérieurs. Tout ça, c'est des bases, c'est des endroits où on peut aller chercher des données ou orienter la manière dont on ira chercher des données. On peut se poser la question aussi à plusieurs têtes. C'est quoi les indicateurs qui nous permettent de déceler un besoin d'aide? C'est quoi les informations qui nous permettent de cerner la situation de départ? Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'il y a un problème? Et puis, c'est ça, j'insiste donc ici sur la collaboration pour réfléchir à ces questions-là, pour, dans le fond, répondre au mieux aux besoins des étudiants et des étudiantes. Merci beaucoup. Tu m'ouvres bien la porte pour la deuxième question, Catherine. Avant de la poser, je réitère l'invitation à utiliser le clavardage pour des questions ou bien le Miro. Je vois que déjà plusieurs ont noté quelques éléments à retenir. Puis aussi, peut-être, vous pouvez inscrire des questions qui restent en suspens. Donc, allons-y pour la deuxième question, très près de la première. Pourquoi évaluer les pratiques?
c'est pas si évident quand même. Vous allez voir, il y a plusieurs réponses possibles. On a eu beaucoup de plaisir à préparer ce panel pour vous et il a fallu qu'on fasse des choix dans les éléments à aborder. Donc voilà, je vous lance la question. Peut-être, Marie-Pierre, pour commencer, voudrais-tu nous donner quelques pistes de réflexion? Oui, bien d'abord, c'est une très bonne question. C'est une question qui revient souvent chez plusieurs personnes et je pense que le fait que cette question soit récurrente, ça témoigne du fait que les gens ne perçoivent pas l'utilité nécessairement de cet exercice-là, d'évaluer. Je pense qu'au-delà des intentions de reddition de compte auxquelles on associe souvent l'évaluation, je pense qu'il faut la concevoir un peu autrement. Concevoir l'évaluation comme une façon de témoigner de nos expériences, documenter ce qu'on fait, mettre en valeur le travail de nos équipes, mettre en valeur tous ces efforts-là qu'on réalise en lien avec la réussite étudiante. Puis ça nous permet en même temps d'avoir des points d'ancrage pour voir là où on peut s'améliorer. Je pense qu'on devrait peut-être essayer de prendre une posture où on démocratise un peu plus cet exercice-là, où on démystifie aussi cet exercice-là. Faire l'évaluation d'une mesure d'aide, pour moi, c'est une démarche collective où les personnes qui sont concernées devraient être impliquées. Par exemple, là, réfléchir avec une personne enseignante qui est responsable d'une mesure d'aide pour identifier les indicateurs qui seraient pertinents à cibler pour témoigner d'un résultat souhaité, je pense que c'est une façon de rendre l'évaluation davantage utile aux yeux des gens. Donc, d'accompagner la personne, de lui demander quelle information est-ce que tu penses qu'on devrait aller chercher pour téimoigner du fait là, que les étudiants que tu as accompagnés, ben, ils ont fait des apprentissages, ils ont progressé. Donc, de cibler ça ensemble dans une optique de co-construction, pour moi, c'est une façon de rendre l'exercice davantage utile. Puis voilà, ben, on entend souvent, j'entends Annie-Claude, c'est donc signe que mon temps est écoulé, mais simplement ajouter, là, on entend souvent, on évalue pour évoluer. Donc, je pense que c'est peut-être la raison principale pour laquelle on doit évaluer nos pratiques. Ça nous permet de mettre en valeur ce qu'on fait, apprendre tout le monde ensemble pour évoluer ensemble. Et là, le ensemble, c'est oui, à l'intérieur même de nos équipes dans les collèges, mais à travers le réseau aussi, lorsqu'on en vient à pouvoir partager nos propres expériences. Oui, évaluer pour évoluer, effectivement. Puis tu as ouvert la porte déjà à la question qui va venir tout de suite après. Puis j'en profite pour dire à Pierre-Alexandre dans le clavardage qui a posé une question en lien avec ce qu'on peut évaluer réellement. On va y venir tout de suite après. Avant d'aller creuser ça, on va faire le tour de la question du pourquoi, encore une fois. Je donnerai la parole à Catherine. Catherine, quelle piste tu auras à nous donner? Je ne sais pas si c'est une piste, mais c'est une réaction. J'ai beaucoup ri quand j'ai vu cette question-là, puis à travers les échanges qu'on a eus pour préparer le panel, ce qui est remonté très fort, mais c'est une drôle de question parce qu'en fait, c'est normal d'évaluer, tu sais. Donc, peut-être de remettre ça de l'avant, que c'est normal d'évaluer ce qu'on fait parce qu'on y met du temps, on y met de l'énergie, on sollicite les étudiants et les étudiantes là, dans ce processus d'évaluation-là. Faut être cohérent, hein? On évalue des apprentissages. C'est normal qu'on évalue nos pratiques. Donc, j'irais plus dans cet apport-là de se rappeler que c'est normal. Là, on est dans une école. Merci. On évalue. Je retiens le mot cohérence dans ce que tu viens de dire, dans nos actions. Marie Blain, pourquoi on évalue? Oui, ben, en fait, il y a une raison quand même bien terre à terre, là. Marie-Pierre l'a évoqué un petit peu au départ, c'est que pour les gens qui sont gestionnaires, je sais qu'il y en a aujourd'hui avec nous, c'est que quand même, on reçoit des ressources dédiées à la réussite par le ministère, surtout depuis les dernières années. Puis dans ce contexte-là, bien évidemment, c'est un peu naturel d'avoir envie de vérifier si ça donne quelque chose, entre guillemets, là. C'est-à-dire que si ça a un impact réel sur la réussite, ce qui était l'idée de base de ces ressources additionnelles-là qu'on a eues. Il faut quand même se rappeler, parce que là, on parle de mesures d'aide. Quand on pense, par exemple, aux mesures d'aide qui ont lieu hors classe et qui font l'objet, par exemple, de libération enseignante, je vous appelle quand même à toujours vous souvenir que ça, c'est quand même une très petite partie, ces projets-là, de l'ensemble de ce qui est alloué pour l'enseignement. Donc oui, il faut, puis moi j'ai beaucoup travaillé, défendu l'idée qu'il faut évaluer ce qu'on fait là-dedans, mais en même temps, il faut comprendre que tout ça, ça fait partie d'une grande offre de formation très large et qu'il faut un peu réfléchir à tout ce qui concerne l'enseignement et pas seulement des projets en particulier.
On sait d'ailleurs que, puis Carole qui est présente, Carole Lavoie, dans le rapport qu'on a fait, on sait qu'il y a des pratiques aussi liées à l'enseignement qui ont été validées là, par des recherches. Donc, ça rend encore plus pertinent l'idée de faire l'évaluation de ce qu'on propose. Par contre, pour des mesures d'aide à la réussite qui sont plus ciblées ou plus limitées, des fois, c'est difficile d'avoir des données vraiment probantes. Là. Donc, on va continuer de discuter sur comment faire pour en faire une analyse bien rigoureuse. Lynn a commencé à l'évoquer. Puis, je terminerai rapidement juste en disant que quand on a bien pris le temps de définir une mesure ou une pratique, puis ses effets attendus, c'est important d'évaluer parce que souvent, ça va permettre au porteur, la porteuse de la mesure, de se rassurer sur son utilité parce que ces gens-là, souvent, se questionnent beaucoup à savoir ce que je fais, est-ce que ça fonctionne? Donc, il y a un aspect qui est rassurant quand on accepte d'embarquer dans un processus comme celui-là, c'est un processus qui est bien fait, ça peut être rassurant et nous permettre de réajuster le tir. Oui, tout à fait. Merci. Marie, du côté de Lynn, est-ce qu'il y aurait des éléments à ajouter? Avec le micro, Lynn. Merci. Oh, il est encore fermé. Attends, je vais aller l'ouvrir pour toi. Dominique, j'arrive pas à l'ouvrir pour Lynn. Peut-être que tu pourrais le faire. Pour une raison que j'ignore, il reste fermé. Alors, est-ce que c'est mieux? Voilà. Ouais, excuse-moi. En fait, je vais probablement, on dirait qu'on s'est parlé, là, synthétiser pas mal parce que dans ce qu'ils ont dit, plein de choses rejoignent ce que je pense de pourquoi il faut évaluer. Bien sûr, pour démontrer l'efficacité de ce qu'on fait. Est-ce qu'on a atteint les résultats attendus? Est-ce que la pratique contribue à la réussite des étudiants? Mais pour moi, la question pourquoi évaluer, je vais dire motiver ceux qui les développent. Marie en a parlé, qui les mettent en œuvre parce que ça bouffe énormément d'énergie. Outiller ceux et celles qui doivent les accompagner aussi, ces porteurs de projets-là. Je vous assure que des outils bien faits, ils servent d'outils d'accompagnement. Puis fournir un outil de décision aux directions aussi, aux directions adjointes, Marie en a parlé, qui doivent justifier à chaque période d'allocation des ressources les pratiques qu'on va conserver, puis celles qu'on ne conservera pas. Donc, je dirais évaluer les pratiques, c'est pour témoigner de leur efficacité, soutenir leur amélioration, grosso modo. Je pense que ça, c'est un gros morceau. Si on veut avoir des cégeps apprenants, il faut évaluer, s'en servir pour améliorer. J'ajouterais qu'une pratique qui est bien documentée, qui est évaluée, peut aussi être plus facilement transférée. Puis ça aussi, c'est motivant pour les responsables. Bon, finalement, ça a l'air bien beau à dire, mais ça demande une démarche qui est extrêmement exigeante, qui est parfois menaçante. Il faut assurer tout le soutien nécessaire, puis déterminer une fréquence d'évaluation qui est vivable pour les gens qui doivent s'y soumettre ou y participer, plutôt pour reprendre la terminologie de Marie-Pierre. D'où l'importance de savoir ce qu'on peut réellement évaluer, parce qu'on l'a dit, la démarche est exigeante. Elle peut être motivante si on arrive à la réaliser en prenant en compte les ressources dont on dispose, dont le temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut évaluer? Ce serait ma prochaine question. Puis, la question qui y est rattachée, c'est comment est-ce qu'on peut passer d'une pratique prometteuse à une pratique validée? C'est quoi le type d'évaluation qui nous permettrait de faire cette transition-là dans nos pratiques? Je donnerai la parole pour commencer à Marie Blain là-dessus. Alors, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on peut évaluer effectivement? Peut-être juste vous rappeler ou informer les gens pour qui ce ne sera pas un rappel qu'au début des années 2000, quand les plans de réussite sont arrivés, le ministère avait quand même des attentes assez importantes et précises. Donc, l'idée, c'était de prouver en quelque part que nos plans de réussite et les mesures qui en font partie contribuaient aux 3 indicateurs cardinaux du ministère, réussite en première session, persévérance en troisième session et diplomation. Puis on était même invités à atteindre des cibles ambitieuses. Ceux qui sont dans le réseau depuis longtemps vont se souvenir de ce que ça voulait dire. Donc, le ministère souhaitait, puis c'est normal aussi pour un ministère d'éducation, hausser significativement ces indicateurs-là. Donc, effectivement, on s'est dit, bien là, il faut qu'on évalue ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut évaluer pour
démontrer qu'on a un impact sur ces indicateurs-là. Puis à ce moment-là, on s'est rendu compte que c'était très difficile d'évaluer une chose en particulier et de la relier, par exemple, surtout, en fait, au taux de diplomation. Parce que le truc qu'on fait en première session d'études d'un étudiant, comment faire pour prouver que ça va avoir une incidence, ou même sur la réinscription. Donc, on était un peu mal pris avec ça quand on avait travaillé là-dessus avec le Carrefour. Et c'est là qu'on a introduit l'idée des résultats attendus. Donc, d'aller regarder sur quoi on était capable de jouer quand on intervenait auprès des étudiants et étudiantes, soit dans des mesures hors classe ou même par des approches particulières à l'intérieur de la classe. Donc, c'est ça qu'on s'est dit qu'on allait évaluer. Puis en fait, nous, notre façon de fonctionner, donc qu'est-ce qu'on évaluait dans notre idée, là, dans le groupe qui a produit les documents 2005, on dit on peut évaluer deux choses, soit la mise en œuvre d'une mesure d'aide ou d'une pratique en général, puis ça, c'est à travers la liste de conditions d'efficacité que Lynn a présentée, là, liées à la définition d'une mesure. Donc, on s'est dit, avec ça, on est capable d'évaluer la mise en œuvre. Puis donc, ça peut nous indiquer si c'est pertinent de continuer ou si on peut corriger, puis améliorer ça, puis espérer avoir des résultats. Puis dans un deuxième temps, ce qu'on était capable d'évaluer, c'était l'atteinte, l'impact de la mesure, mais mesuré dans notre conception à nous par rapport aux résultats attendus. Donc, des choses beaucoup plus rapprochées de la mesure elle-même. Je donne juste un petit exemple, c'est l'exemple typique là, en français. Si vous voulez améliorer la maîtrise de la grammaire, bien, à la fin, ce que vous allez mesurer, c'est est-ce que la grammaire est mieux maîtrisée, pas est-ce que le taux de réussite du cours de 101 a augmenté. Donc, c'était ça la nuance qu'on faisait, parce qu'on peut améliorer la maîtrise de la grammaire pour certains étudiants, mais ils ne réussiront pas encore le cours. Pourtant, la mesure a été bonne. C'était un peu ça qu'on disait. Dans le meilleur des cas, on va être capable d'observer un lien statistique entre la mise en place d'une pratique puis un résultat, un indicateur lié à un résultat attendu. Ça ne sera jamais une relation causale, hein? Ça va toujours être une relation statistique. Puis même dans les recherches avec groupe témoin, à double insu, tout ce que vous voulez qu'on pourrait faire, on reste toujours avec des liens statistiques, jamais des liens de nature causale. Ça, c'est important de s'en souvenir. Puis, je termine juste rapidement en disant une chose qui est très difficile à évaluer, puis Lynn en a parlé au tout début, c'est l'apport du porteur ou de la porteuse de la mesure. C'est-à-dire, dans les dispositions de cette personne-là, qu'est-ce qui a contribué en plus à cette mesure-là et qui va être très difficile à chercher ou à reproduire chez son successeur, s'il y en a un. Ça a resté comme un enjeu. Puis c'est quelque chose qui n'est pas discuté tant que ça parce que c'est très délicat quand même d'aborder ces questions-là. Alors, je vais m'arrêter ici. Merci, Marie. Ça met bien en place la complexité de la chose, l'abondance de variables. Du côté de Lynn, qu'est-ce qu'on peut évaluer, Lynn, selon toi? À deux, Marie, je dirais quand même que je trouve que la façon dont on a travaillé à l'époque nous permettait de l'adresser. Il fait partie des conditions d'efficacité, on l'adresse, on le nomme et on a associé des conditions comme la préparation, la motivation, l'intérêt. Bon, la motivation, c'est vrai que c'est plus délicat, mais on peut, en ayant ces outils-là entre les mains, adresser une situation au petit dernier qui se ramasse avec du département, qui se ramasse avec la mesure, puis ça ne tentait pas prendre tout. On peut, puis mais il se ramasse avec, on peut en parler, l'adresser, parce qu'on a cet outil-là entre les mains maintenant, puis que c'est nommé. Fait que ça nous donne, moi je trouve, ça nous donnait des leviers d'intervention. Ceci dit, à la question, qu'est-ce qu'on peut évaluer? Bien, moi je vais répondre en fait, je vais vous répondre que tout, parce que je l'ai pratiqué dans différents contextes, toutes les initiatives qui nécessitent des efforts structurés pour la mise en place, puis qui visent des résultats, évidemment, méritent d'être évalués. Maintenant, qu'est-ce qu'on mesure? On peut viser simplement à mesurer ce que Marie a bien nommé, les effets attendus de la pratique. Je dirais au niveau de l'étudiant, vu par l'acteur, le promoteur, le responsable. Moi, je disais tout simplement, quand je travaillais, comme on le disait tout à l'heure, en collaboration sur les évaluations avec le porteur, c'est quoi qui va te démontrer que ton projet a marché?
Avec ça, on développe les indicateurs et les cibles parce que les gens se rendent compte qu'ils s'en fixent des cibles. Ça a l'air, les cibles, on l'a fixé par ailleurs. Marie parle d'une époque où on en a eu en masse qui arrivait de l'extérieur. Mais les gens, quand on leur parle, ils vont dire, ben moi, j'espère que 70% dans mon groupe, 70% des étudiants vont être capables de résumer un texte d'une page en 5 lignes. Ils viennent de tout te nommer. Ils vont te le nommer. Bon, ça prend un peu de temps, arriver là, on en jase, mais ils vont le faire. On peut mesurer aussi, comme Marie l'a très bien dit, les effets sur la réussite. Et j'ajouterais, évidemment, avec toutes les nuances qu'elle a mis, là, les mesurer, puis c'est un bien grand mot, enfin, tenter de faire des corrélations statistiques. Et on peut aussi mesurer les effets inattendus. Et moi, je peux vous dire qu'on en apprend souvent beaucoup des effets inattendus lorsqu'on questionne les promoteurs des mesures. Maintenant, pour passer d'une pratique prometteuse à une pratique validée, ben, on l'a dit, c'est pas simple avec les moyens dont on dispose dans les collèges habituellement. On est bien trop rarement dans les mesures expérimentales, puis même encore là. En tout cas, dans le contexte actuel, celui que moi j'ai connu, on a beaucoup de pratiques prometteuses, peu de pratiques validées et encore peu de pratiques exemplaires. Ce qui ne nous empêche pas, bien sûr, d'encourager les recherches sur ceci, puis je vais vous souhaiter vraiment que vous ayez plus de budget pour en faire. Merci, Lynn. Catherine, Marie-Pierre, je fais appel à vous pour compléter les réponses à cette question-là dans la mesure où c'est possible. Qu'est-ce que vous en pensez? J'irais peut-être en rebondissant sur la question de qu'est-ce qu'on peut évaluer, là, je dirais, on peut évaluer le résultat des actions qu'on met en place à partir de données primaires ou secondaires. Là. Et puis tantôt, je disais, c'est important de réfléchir à au moins 2 têtes à ce qu'on devrait évaluer, la meilleure manière de le faire, entre autres parce que le dialogue, ça permet de construire la réflexion. Puis quand on a des appartenances disciplinaires différentes, ça enrichit la réflexion. On peut aussi aller plus loin dans l'analyse systémique des données, la triangulation des données, c'est la collaboration entre le conseiller pédagogique, le REPSTAT, le directeur adjoint, puis là où la professeure responsable de la mesure ou de la pratique vont vraiment permettre d'aller plus loin. Puis comme Lynn le disait, là, évidemment, pour passer à une pratique validée, bien, ça prend de la recherche. Puis je pense que la stratégie réseau peut être un levier dans ce sens-là parce qu'il faut enrichir la base de connaissances si on veut passer à des pratiques qui sont validées. Merci, Catherine. Par stratégie réseau, on entend bien sûr là, la stratégie qui permet de mettre en œuvre les pistes d'action du rapport de la Fédération des cégeps, stratégie portée par l'ensemble des collèges. Donc, ça nous donne des belles pistes aussi, puis tu soulignes l'importance de la collaboration. Continuons la nôtre dans le cadre de ce panel en donnant la parole à Marie-Pierre, voir est-ce qu'il y aurait des pistes supplémentaires à considérer. Bien, je me range derrière mes collègues. Là. En fait, je ne pense pas qu'avec les ressources qui sont disponibles dans les collèges actuellement, c'est vraiment réaliste de mettre en place un devis d'auto-évaluation qui permettrait de faire ce lien de causalité-là entre une mesure d'aide et des effets observés. Je pense qu'initialement, il faut se demander c'est quoi le véritable besoin en information par rapport au fait qu'on souhaite évaluer une mesure d'aide. Et pour répondre à cette question-là, il faut aussi se poser la question quelles sont les ressources qui sont disponibles pour la faire, cette évaluation-là. Ceci dit, je pense qu'il y a quand même des avenues très prometteuses. Je pense entre autres à un outil qu'on utilise dans le domaine de l'évaluation de programme qui est le modèle logique. Et c'est un outil qu'on peut utiliser dans plusieurs domaines qui trouve vraiment plusieurs applications dans plusieurs contextes. Ça nous aide à bâtir tout le rationnel derrière une mesure d'aide, derrière une pratique. Donc, les fameuses questions que je vous exposais lors de ma première intervention, là, à quel problème est-ce qu'on vient répondre avec cette mesure-là? Quelles sont ses causes potentielles? Quelle est la nature de l'intervention que je mets en place pour agir sur ces causes-là? Puis, qu'est-ce que je souhaite générer comme résultat chez mes personnes participantes? Donc, en construisant ce récit-là, qui est un peu une théorie du changement, en fait, là, qu'on va souhaiter mettre à l'épreuve des faits en déployant notre mesure. Après ça, bien, on vient camper la pertinence de notre action, la cohérence de notre action. Puis ça va nous aider à cibler quelles informations aller collecter pour documenter les résultats qu'on pense générer donc en fonction de ce qu'on avait ciblé comme résultat attendu. C'est un outil qu'on va présenter la semaine prochaine dans le groupe projet
EMA, là, évaluation des mesures d'aide. Donc, vous devriez normalement avoir reçu l'invitation jeudi prochain, le 27 avril. C'est un des outils qui fait partie de la trousse là, sur lequel le groupe projet a travaillé. Donc, si vous souhaitez en apprendre davantage, je pense que ça vaut la peine de venir en discuter avec nous la semaine prochaine. Merci pour l'invitation, Marie-Pierre. Donc, à vous écouter, il me semble de plus en plus qu'on a une boucle ici, puis que les données font partie de la réflexion à plusieurs moments. C'est bien ça, hein? Donc, avant même de mettre en place une pratique, on doit documenter le besoin, on documente la mise en œuvre, on essaie de documenter des effets en ciblant certains éléments, puis en s'assurant que c'est réaliste, pour ne pas non plus décourager les troupes, puis que l'évaluation devienne un monstre. Et donc, il y a une boucle qui se crée, mais toujours en allant chercher et en documentant à l'aide de données. Ça nous amène vers la dernière question qui concerne le transfert, justement, où il y a de l'information encore à aller chercher. La question, je la poserai d'abord à Catherine Paquin-Boivin, animatrice des REPSTAT. Justement, Catherine, selon toi, comment on peut transférer efficacement une pratique d'un contexte à un autre? Ça amène la sous-question, comment passer d'une pratique validée, on voyait au début de notre rencontre les 3 types de pratiques, comment passer d'une pratique validée à une pratique exemplaire? Bon, on a un peu dégagé certaines pistes là, pour cette question-là depuis le début. Je dirais qu'il y a comme 2 volets. Il y a d'abord, pour transférer des pratiques, on peut d'abord se baser sur des évaluations positives antérieures ou bien encore sur des données de la recherche. Mais je commencerai par la question de se baser sur des évaluations positives. Dans le cadre du groupe de projet évaluation des mesures d'aide 2.0, mettons, on a rencontré Lynn Chouinard, justement, qui nous parlait du témoignage comme outil d'évaluation, puis possiblement de transfert. Donc, puis on a trouvé ça super intéressant et on le reprend allègrement. Donc, parce que pour témoigner, on doit évaluer. On doit se demander qu'est-ce que la pratique a visé, qu'est-ce qu'elle a donné comme résultat. On doit analyser les données recueillies, en dégager du sens et donc, en donnant accès à nos réflexions à nos collègues, à notre communauté, bien, on peut l'inspirer à réinvestir ces pratiques-là. Éventuellement, ça peut être pour d'autres collèges aussi, tu sais, quand on présente à la QPC ou dans d'autres contextes, des partages de pratiques dans une communauté de pratiques, par exemple. Donc, le témoignage nous aide à faire un bilan, à évaluer, à transférer, à inspirer les gens. Éventuellement, les inspirer aussi à en faire une recherche. Quand ça fait plusieurs fois que tu entends quelque chose qui va dans le même sens, tu te dis « Ah, il y a peut-être un projet de recherche à aller faire là ». Sinon, je dirais, je reviendrai encore avec la question de la collaboration. Je pense que c'est intéressant de camper le rôle du REPSTAT ou comment la personne qui est responsable des données de réussite peut contribuer là, dans ce contexte-là. Donc, la personne qui est responsable des données est là pour alimenter la réflexion, pour valoriser les données puis faire de l'analyse, alors que les pistes d'action, les recommandations, les décisions appartiendront plutôt au conseiller pédagogique, au comité de programme, au conseiller pédagogique ou à la direction adjointe ou même à la direction des études. Donc, ces collaborations-là peuvent assurément enrichir la manière dont on va réinvestir une pratique. Merci, Catherine. Il me semble, Marie-Pierre, qu'il y a beaucoup de convergence avec ce que tu disais juste avant. J'ai envie de te redonner le micro. Est-ce que ça va dans le sens de ce que tu disais? Oui, absolument. Bien, en fait, sans revenir sur tout ce qui a été dit, là, la question est en lien avec le transfert d'une pratique d'un contexte à un autre. On l'a mentionné, on peut difficilement isoler les facteurs d'influence qui pourraient avoir une influence justement sur la mise en œuvre ou l'efficacité d'une pratique. Donc, je pense que la stratégie qui est la plus appropriée, c'est justement de documenter au mieux le contexte dans lequel la pratique a été implantée. À quels besoins elle venait répondre, comment elle a été mise en œuvre, quelles ont été les ressources qui ont été mobilisées, les résultats qu'on a observés, est-ce qu'on a rencontré des enjeux? Puis je pense que c'est avec ces informations-là, après ça, que ce seront les milieux, les collèges eux-mêmes qui seront en mesure d'évaluer cette possibilité-là de transfert ou d'importation d'une pratique dans leur propre réalité, leur propre contexte, voir si ça répondra à leurs besoins. Oui. Rebondir là-dessus.
Ouais, Je vais vraiment rebondir sur ce qu'elle dit parce que je vais prendre comme la suite de ce qu'elle dit. Donc, l'établissement qui veut bien partager va avoir documenté, évalué. L'établissement qui, lui, veut emprunter la pratique, ben, lui, il doit utiliser les attributs puis l'évaluation qui ont été définis, le modèle logique, en fait, parce que ce dont Marie parlait, ça s'inscrit très bien dans un modèle logique, là, tout ce qu'on a qualifié d'attributs. Tout ça et jusqu'à les effets attendus, etc., les résultats attendus, puis les effets sur la réussite, tout ça peut s'inscrire dans un modèle logique avec certains autres éléments, à mon avis, qui l'enrichissent encore plus. Donc, on peut utiliser ça. Et là, le passé, ces documents-là, donc cette lecture-là qui a été faite par le milieu prêteur, le passé au fil des conditions d'efficacité de mon établissement. Et là, voir tous les écarts ou les difficultés que je risque de rencontrer parce que cette condition-là existait dans ce milieu-là, n'existe pas dans le mien. Donc, pour qu'une pratique, donc, je pense que c'est toute cette chaîne-là qui doit être faite. Maintenant, on n'est pas rendu à l'exemplarité, là. On est juste dans le transfert de cette pratique-là. Comment on fait pour la transférer? Voilà. Merci beaucoup. Marie-Blanc? Oui, bon, en fait, moi aussi, là, c'est sûr que quand les brillantes collègues, après ce qu'elles viennent de dire, je peux juste aller dans le même sens que ce qu'elles viennent de dire, justement. Moi, j'aimerais ça juste ajouter un petit quelque chose à quoi j'ai pensé pendant que j'écoutais tout le monde parler. C'est que je me souviens, par exemple, moi, quand je suis arrivée comme conseillère pédagogique à mon cégep Marie-Victorin, j'étais conseillère pédagogique avant au Collège de Rosemont, en fait, là, pour la petite histoire. Donc, j'ai fait le changement d'établissement. Puis, en fait, la première chose que j'ai fait, j'ai passé, parce que j'étais responsable du dossier de la réussite, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à rencontrer les porteurs de mesures d'aide pour essayer de comprendre la réalité, parce que moi, je changeais de culture institutionnelle, hein, de cadre de programme, là, tout là. Donc, j'avais vraiment besoin de comprendre, mais c'est quoi le problème, puis qu'est-ce que tu peux dire par ça? Puis de travailler avec eux pour bien décrire leurs mesures. Et en discutant avec eux, souvent, la description qu'ils faisaient, qui était claire pour eux, bien, il y avait des détails implicites pour eux, mais qui n'étaient pas pour moi. Donc, je faisais ressortir. Puis je pense que quand on veut, au fond, moi, c'était moi qui me transférais là, dans ce contexte-là. Mais si on veut transférer une mesure d'un collège à l'autre, moi, je pense que le même genre de dialogue devrait exister entre les responsables des deux établissements, pour essayer de comprendre c'est quoi les différences ou les similitudes. Lynn disait, bien, ça passe par les conditions d'efficacité, là, probablement du nouvel établissement, mais je pense qu'il y a aussi des choses qui sont dans le non-dit pour un responsable, mais qu'on va faire émerger dans la discussion puis qui vont enrichir justement la compréhension qu'on a de comment mettre en œuvre cette mesure-là chez nous. Donc ça, je pense que ça fait vraiment partie. Il faut vraiment prendre du temps pour discuter avec les porteurs des mesures, là où ça a bien fonctionné, où ça a été évalué rigoureusement, parce que c'est de ça qu'on parle, quand même de transférer une mesure quand elle a fait l'objet d'une évaluation rigoureuse, ce qui ne veut pas dire une recherche, mais quand même, on avait des indicateurs qu'on a vérifiés que effectivement, on avait un effet sur les résultats qui étaient attendus par la mesure. Je veux juste revenir sur le fait que, en fait, peut-être pas revenir, mais introduire un autre élément pour moi qui est important, c'est que dans l'éducation, dans les cégeps, on a comme un beau problème, je vous dirais, parce que moi, je compare beaucoup l'analyse qu'on fait de ce qu'on fait auprès des étudiants à des études épidémiologiques. On n'est pas dans des situations où on fait des études à double insu, où on fait des études avec des groupes témoins. On prend des groupes d'individus puis on essaie de voir qu'est-ce qui se passe sur le grand groupe sur un certain horizon de temps. Mais par exemple, en médecine, quand ils font des études en épidémiologie, ils vont exposer des groupes à un médicament. Mettons, ils ont un problème. Nous autres, on est vraiment bons. On expose nos étudiants à une série de mesures en même temps.
c'est très rare que l'étudiant ait juste une mesure d'aide, hein, mettons juste un pot avec juste un prof. Donc, comme ils sont exposés à plein de choses, quand on veut analyser l'effet, ça, c'est un des problèmes. Si on a introduit 3 mesures fantastiques en même temps, comment on va faire pour faire la différence si ça touche au même enjeu, par exemple, le sentiment d'appartenance au début, là, j'avais noté ça quelque part, le sentiment de compétence. Il y a beaucoup souvent d'actions qui sont faites par rapport à ça. Donc, ça, c'est difficile à mesurer, mais je trouve qu'en quelque part, c'est un beau problème qu'on a aussi. Parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour répondre à ça, puis on ne voudrait surtout pas éliminer des interventions juste pour le plaisir de faire de la recherche. Donc, je pense que j'ai plus contribué à dire par ma réponse que c'est complexe, mais je pense que c'est important qu'on le comprenne aussi. Puis que quand on fait notre petite analyse pour essayer de voir si notre mesure fonctionne, il faut garder une humilité par rapport à ça, puis se dire, bien, il y a probablement des enjeux qui m'ont échappé, mais dans la mesure du possible, avec toute la rigueur dont j'ai réussi à faire preuve, je pense que ce qu'on vient de faire, ça a une incidence sur ce que je souhaitais modifier. Alors, je pense que ça complète ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Marie. Merci. Oui, je pense qu'on a des informations qui peuvent nous aider à faire évoluer notre réflexion, ça c'est clair. Je voulais rappeler à ce moment-ci que le comité organisateur trouvait ça important de penser d'emblée, avant de se lancer dans notre mini-colloque où on partage des pratiques, de penser d'emblée à l'évaluation des pratiques, la prise en compte des conditions favorables, parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas de recette, puis vous l'avez très bien souligné, chacune à votre manière. Donc, partir du contexte de départ où la pratique est implantée, bien comprendre ses particularités, la culture institutionnelle aussi à prendre en compte, toutes les variables impliquées, analyser aussi notre contexte où on voudrait implanter la pratique, essayer d'avoir une vision la plus complète possible. Et ensuite, documenter tout notre processus. Ça me semble les grandes lignes de ce que vous avez dit, si je fais un résumé très, très succinct. Mais on va avoir le temps déjà d'y revenir sur ce que vous avez dit parce qu'on est rendu à la période des questions. Il y a des questions qui ont été notées dans le Miro. Il y en a une aussi dans le clavardage, mais vous pouvez aussi lever la main, chers participants, participantes. N'hésitez pas à le faire. On a une belle période de questions de 10 minutes devant nous. Alors, on va y aller avec les mains levées pour les tours de parole. Qu'aimeriez-vous savoir? Qu'aimeriez-vous approfondir en profitant de la présence de nos 4 expertes aujourd'hui? Est-ce que je peux Oui? prendre une question qui est dans le Miro? Oui. J'aurais envie d'y répondre avec Marie. La question, c'est, au-delà des ressources disponibles pour évaluer les mesures, comment changer les conceptions des enseignants et des syndicats quant à ces évaluations souvent perçues comme une menace? Pour la petite histoire, Marie a été mon mentor quand je suis arrivée toute petite, qui sortait du cégep. C'est elle qui m'a pris sous son aile et qui m'a tout montré. Et quand je suis arrivée au cégep Marie-Victorin, à peu près en même temps que Marie, on n'était pas la bienvenue. C'était difficile. Il y avait une perception négative là, du suivi des indicateurs de réussite et de cheminement scolaire. Puis je pense qu'on a réussi à contribuer à un changement de culture là, parce que une dizaine d'années plus tard, il y avait hâte qu'on aille les voir en commission des études, les enseignants, puis ça faisait partie des pratiques courantes. Donc, oui, c'est sûr que la question des ressources, c'est une chose, mais changer la perception des gens par rapport à l'évaluation, c'est un travail qui se fait sur du long terme. J'ai le goût de te lancer la balle, Marie. Je ne sais pas si tu as des éléments. Oui, peut-être je peux reprendre, parce que c'est vrai ce que dit Catherine, quand on est arrivé, en tout cas, moi, j'avais été présentée devant toute une grande journée pédagogique. Tout le monde était là, puis c'était pas mal intentionné, mais le directeur des études, il m'avait présenté comme une spécialiste des indicateurs. Puis que là, j'allais, tu sais, comme régler les affaires de réussite. Fait que là, écoutez, honnêtement, il y a du monde qui ne voulait même pas me parler, là, surtout qui ne me connaissait pas non plus. Donc, c'est vrai que ça a été un petit enjeu à surmonter, mais moi, je l'ai surmonté en allant rencontrer les gens, en discutant avec, puis en comprenant que pour certains aussi,
c'était pas encore le temps. Donc, il y a 2-3 personnes, je me disais, ben, je ne vais pas perdre mon temps à essayer de convaincre ces personnes-là. Il y en a beaucoup avec qui travailler, puis à un moment donné, ça va revenir. Puis sur la question des indicateurs, c'est vrai qu'il y a une façon aussi d'utiliser les indicateurs. Moi, j'ai toujours préféré utiliser les indicateurs comme le point de départ d'une réflexion plutôt que comme cible. C'est sûr que j'étais probablement un peu en réaction avec l'approche ministérielle des années 2000 qui était très, très agressive, là, mais dans le sens de vouloir qu'on agisse. Là. Et puis, ça faisait peur à beaucoup de gens. Donc, moi, j'arrivais plutôt avec des indicateurs pour dire, voici quelque chose qui révèle qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Après, est-ce que ça va faire augmenter de 10 ou de 3 on pourra penser à ça après, mais travaillons sur ça, essayons de travailler. Puis c'est vrai qu'à la longue, à force d'avoir ces discussions-là, puis de présenter beaucoup de données, mais de le faire sans jugement des profs, ça a changé la vision qu'ils avaient des indicateurs, en tout cas. Il y a une question de posture aussi, hein, Marie, dans le sens que ça dépend comment on se présente. On avait une posture, comme tu disais, de non-jugement, mais aussi de collaboration. On n'était pas là pour sanctionner ou pour, comme professionnel, à ce moment-là, tu étais professionnel, puis moi, j'étais technicienne, mais on n'était pas là pour enlever des ressources. Là. On était là, on venait en amis. Moi, j'ai étudié en intervention puis en recherche. Puis j'aurais voulu être en première ligne, mais ce n'était pas dans ma personnalité. Là. J'étais mieux un petit peu dans l'ombre en arrière avec les données. Donc, ce que j'ai toujours voulu faire depuis que j'ai commencé à travailler, c'est d'aider les gens qui sont au front, là, dans ce cas-ci, en éducation, c'est les profs. Donc, quel outil je peux te donner pour t'aider à mieux faire ton travail? Donc, quand on devient utile, je pense qu'on est moins de menaces, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Oui, tout à fait. Je vois des liens aussi entre ce dont on discute présentement puis la journée Redcar de l'automne. On avait Dominique Morneau qui était avec nous pour nous aider à réfléchir à l'accompagnement du changement. Il me semble que dans l'approche, il y a beaucoup là, de liens à faire avec ce qu'on avait discuté. Petite parenthèse que je referme. Déjà, pour donner la parole à Lynn, que j'ai vu lever la main. Lynn, à toi. Juste pour dire que je pense qu'une des façons d'apaiser les craintes par rapport à l'évaluation, c'est que ça devienne un moyen et non une fin. Quand je parlais de témoigner, je me dis, s'entendre avec les promoteurs pour dire, ben, j'aimerais ça que tu en parles. Puis les exposer, ces gens-là, les exposer à la commission des études. Moi, je faisais un colloque de réussite. Exposer ce qu'ils font, parce que souvent, c'est assez dans l'ombre et ils sont généralement pas très conscients de toute la richesse de qu'est-ce qu'ils font. Ils ont l'impression que ça fait partie c'est normal de faire ça. Et quand on leur dit, ben non, c'est vraiment super et tout, puis ça, à ce moment-là, s'ils acceptent de jouer ce jeu-là, donc d'aller se présenter devant leur père ou d'aller en commission des études, puis généralement, ils en sont fiers, bien, ils ont besoin de l'évaluation pour avoir quelque chose à dire. Fait que ça devient un moyen pour témoigner de qu'est-ce qu'ils font. Alors, c'est pas, on n'évalue pas pour évaluer, on évalue pour que tu puisses parler puis de toute la richesse de qu'est-ce que tu es en train de faire. Intéressant. Dans le clavardage, justement, Lynn, quelqu'un ajoute jusqu'au conseil d'administration même qu'on peut aller parler de ce qu'on fait. Il y a aussi Manon Paris qui disait qu'elle était bien d'accord pour dire que les indicateurs, c'est des outils de travail avant tout. Peut-être qu'un jour, ça va devenir tellement intégré qu'on va les utiliser de façon beaucoup plus régulière. Marie-Pierre, on ne t'a pas entendu sur cette question-là. Aurais-tu quelque chose à ajouter? Bien, j'ai brièvement abordé le sujet tout à l'heure. J'ai utilisé les termes démocratisation de l'évaluation, puis j'ai parlé de démystifier cet acte-là. Puis je pense que ça prend son sens avec les discussions qui viennent d'avoir lieu. Je pense que les gens ne connaissent pas nécessairement l'évaluation et ils en ont peut-être une conception erronée de ce à quoi ça sert. Donc, d'amener les gens à comprendre que c'est un exercice qu'on peut faire ensemble pour apprendre ensemble et d'outiller les gens sur ce processus-là
Je pense que ça facilite l'adhésion. Les gens se rendent compte que finalement, c'est pas si mal que de documenter ce qu'on fait, puis d'arriver à documenter des résultats puis des apprentissages. Et ça facilite l'adhésion, puis ça fait en sorte que ce qui est généré comme information avec l'évaluation, oui, elle sert à l'exercice de reddition de compte dont on évoquait tantôt, mais on s'en sert comme une information pour s'améliorer. Donc, ultimement, je le ramènerais à la démocratisation, démystifier cet exercice-là. Je pense que ça peut aider à favoriser de meilleures pratiques en termes d'évaluation. Merci beaucoup. On a le temps pour d'autres questions parce qu'il y a peut-être des questions qui n'ont pas été posées qui vous semblent pertinentes. Je m'adresse à vous, Repcar, direction adjointe. On a le temps pour d'autres interventions. Catherine Paquin-Boivin, je vois que tu as la main levée aussi. Est-ce que c'est en lien avec ce qu'on vient de discuter? Oui. En fait, je voulais ramener. Je pense que de reconnaître que l'évaluation ou l'utilisation de données, ça suscite des émotions, c'est un premier pas aussi. C'est normal que les gens se sentent menacés. C'est normal qu'ils aient peur. Puis il faut l'entendre. C'est comme peut-être une première brique à notre maison de dire, OK, ça, c'est normal, on l'accueille, on l'entend. Ensuite, c'est ça, l'évaluation, oui, pour s'améliorer, Marie-Pierre, mais aussi pour se rassurer, se dire, hey, on est bon, je veux dire, c'est le fun aussi de juste reconnaître qu'on est bon dans certaines zones puis qu'on n'a pas besoin d'en faire plus ou de faire mieux, qu'on peut continuer, tu sais. Oui, c'est ça, je dirais. Donc, ça permet de mieux cerner nos forces aussi dans les collèges, puis de reconnaître l'apport de nos intervenants. Ça peut être très motivant. Encore là, ça rejoint les questions de la motivation. On en a parlé au début de la rencontre, pourquoi évaluer. Il y a certainement d'autres questions qui vous trottent dans la tête. Je vous invite à oser les poser. On a encore 2 minutes devant nous pour les questions, puis on va ensuite clore le panel. Oui, Marie? Oui, bien peut-être parce que j'ai vu passer un commentaire. Je m'excuse, mais je n'ai pas retenu qui l'a fait, puis je viens de fermer la petite fenêtre, en fait, sur le fait que ça permettait aussi de mettre en valeur ce qui se fait à la formation continue. Quand on fait de l'évaluation, nous, à mon collège, mon ancien collège, puisque je suis retraitée, mais donc à Marivic, on avait quand même fait un gros travail de rapprochement dans le cadre du plan de réussite pour que ça soit vraiment intégré, c'est-à-dire qu'on avait le même document qui présentait l'aide à la réussite dans les 2 secteurs d'enseignement. Puis ça, c'était vraiment intéressant parce qu'effectivement, il y avait toutes sortes d'initiatives qui étaient peu connues, mais qui existaient, la formation continue. Donc, ça a été comme une occasion de réseautage, même à l'interne. Donc, je pense que j'encourage les gens à effectivement aller dans cette direction-là parce que les réalités sont différentes, mais peuvent souvent amener à justement des propositions différentes pour l'aide. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'était une question de Mireille Laflamme, plutôt un commentaire dans le clavardage. Mireille qui fait partie de notre comité de la formation continue, justement, pour faire plus de ponts entre les 2 secteurs. Donc, on a le temps pour une dernière question. Question, commentaire? Je m'adresse aussi aux panélistes si vous souhaitez ajouter quelque chose. On se rappelle le titre de notre panel, c'était « Les conditions d'efficacité des pratiques à impact élevé, comment témoigner de la qualité de ce qu'on fait ». Parce que ce qu'on fait, ça a souvent beaucoup de qualité. Comment en témoigner, puis comment s'inspirer de ce que font les autres. Ce qui va suivre, c'est un mini-colloque. D'ailleurs, je réponds à un des commentaires pour lequel il y a une étoile qui vient d'apparaître. Attendez, non, c'est l'autre à côté. Quelqu'un disait, est-ce qu'on pourrait avoir un répertoire de pratiques à impact élevé? C'est l'idée du mini-colloque qui va suivre, de commencer ce répertoire-là de pratiques prometteuses avec des fiches synthèses pour avoir toutes les informations dont on a besoin, du moins une bonne partie pour peut-être après appeler le collègue du réseau qui a mis en place cette pratique-là ou qui a accompagné les intervenants-intervenantes. Donc, dernière question. Oui? Ouais, moi, peut-être juste pour conclure, je veux juste dire que pour avoir vu justement le Carrefour depuis presque sa création, puis les Repcars depuis leur apparition, en avoir fait partie,
Puis je regarde ce qui se passe aujourd'hui, puis je me dis quand même la culture de l'évaluation, elle s'est beaucoup développée au collégial parce que Béline pourra donner son avis là-dessus, mais c'est sûr qu'à l'époque où nous, on avait travaillé avec les gens au Carrefour en 2004-2005, il y avait la réflexion n'était pas très avancée sur ça. Puis aujourd'hui, je vois que les gens ont quand même une posture, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde, même si ce n'est pas facile, là. Mais je pense que c'est plus assumé que ça l'était autrefois. Puis je pense que moi, je veux saluer ça parce que c'est signe que non seulement dans le réseau, il se fait des bonnes choses, mais qu'il y a un désir de les rendre encore meilleurs ou de prouver qu'est-ce qui marche dans la mesure du possible, bien sûr. Donc, je vous encourage à continuer ça. Puis, je remercie aussi Annie-Claude de m'avoir invitée. C'était vraiment agréable pour moi de me replonger dans tout ça aujourd'hui avec vous. Merci, Marie. Je trouve que tu nous ramenais au mot de Marie-Pierre tantôt qui disait « évaluer pour évoluer ». Bien, le réseau aussi évolue dans son rapport à l'évaluation. D'ailleurs, dans le clavardage, on a des belles pistes de réflexion pour la suite. Ça concerne les perceptions, hein. Il y a Manon Paris qui disait peut-être que c'est le mot évaluation aussi là, qui est tellement chargé. Pourquoi pas considérer d'autres expressions comme mesure, par exemple? Pascal répliquait aussi peut-être essayer de trouver un terme qui nous éloigne de l'impression d'évaluation de l'enseignement. Et Stéphanie Giguère allait dans le même sens en parlant de la posture. Comment nommer cette démarche-là pour qu'on perçoive l'exercice comme étant au service de la réussite? Donc, autant pour nommer ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, mais au bout du compte, pour atteindre les objectifs qu'on vise tous. Donc, une belle piste ici. Auriez-vous quelque chose à ajouter là-dessus sur le terme qu'on utilise pour décrire ça? Lynn, je te vois hocher de la tête. Oui, je trouverais ça dommage qu'on recule parce que je pense que même l'évaluation, je pense qu'effectivement, la charge émotive reliée, comme Catherine parlait, reliée à l'évaluation, elle est grande, puis elle vient de notre éducation, hein. À l'école, l'évaluation, c'est la sanction, c'est t'es bon ou t'es pas bon. C'est vraiment c'est comme ça, mais je pense que ça évolue aussi, ça. C'est-à-dire qu'on a toutes ces réflexions aussi dans le milieu de l'éducation sur la pertinence, notamment au primaire et au secondaire, de l'évaluation comme elle est faite. Je crois que la réflexion que vous menez, puis que moi aussi, je vous remercie de m'avoir invité à vous accompagner dans cette réflexion-là, elle est porteuse, puis on ne doit pas retourner, on doit s'assurer que les autres vont suivre. Ce que je veux dire, c'est que aussi, dans le milieu de l'enseignement, cette évolution-là va se faire, puis qu'on va arrêter de voir l'évaluation comme une sanction définitive qui sépare le bon grain de l'ivraie et qui condamne à jamais ceux qui, malheureusement, font partie de l'ivraie. J'espère que non, on va garder cette terminologie-là et qu'on va continuer de la faire évoluer parce que je pense que c'est avec la même logique que les profs doivent évaluer les étudiants, avec la même logique de on fait ça pour évoluer, s'améliorer, puis faire briller ce qui est brillant dans ce qu'on fait. Merci, Lynn. Il me semble que c'est un beau mot de la fin, ça. Ça me permet de vous remercier en même temps pour la lumière que vous nous avez apportée aujourd'hui. Donc, Lynn Chouinard, merci beaucoup. Marie Blain, merci beaucoup. Catherine Paquin-Boivin, chers collègues, merci d'avoir été là et de nous rappeler l'importance de la collaboration entre nos communautés. Marie-Pierre Marchand, Repcar, merci beaucoup d'avoir accepté. C'était donc une ouverture à notre journée Repcar. On va continuer de faire du kilométrage sur ce que vous nous avez apporté comme réflexion, comme concept. On va continuer jusqu'à demain matin avec tout ça. Donc, merci à vous pour votre temps, pour la qualité de la préparation que vous avez accordée aussi à ce panel. Ça a été un plaisir de collaborer avec vous. J'espère qu'il y aura des suites. Je vous souhaite bonne continuation. J'invite les Repcar et les DR à rester avec nous pour la suite. Et si vous le souhaitez aussi, Marie et Lynn, vous êtes bienvenus. Merci beaucoup. Merci encore. Puis au revoir à tout le monde. Puis ceux que je connais en particulier, mais tout le monde aussi que j'aurais eu plaisir à rencontrer en personne si ça avait été possible. Mais voilà, merci. Bon.